Nous y voilà, cet épisode épilogue. Pour pouvoir clore cette première campagne dans les duchés de Bélier, on va rattacher quelques ficelles et se laisser sur un petit suspense. Mais je n'en révèle pas trop. L'épisode se déroulera pour vous dans quelques instants. Un simple mot avant de s'y lancer pour vous remercier de votre écoute assidue, d'avoir été des nôtres pour vos nombreux commentaires, vos suggestions et vos questions. Avant de se plonger dans l'épisode de ce soir, gardez en tête que la suite se déroulera pour nous dans quelques mois, après un repos bien mérité, mais aussi de longues séances d'écriture pour pouvoir décider et décrire ce qu'adviendra à nos aventuriers et surtout à l'univers dans lequel ils ont évolué. Alors on se retrouve de l'autre côté de cet épisode-ci, mais aussi lors de notre prochaine saison. À bientôt et pour l'instant, bonne écoute de ce dernier épisode de la première campagne des Duchés de Bélier. Je vais vous inviter à imaginer, pour entreprendre notre épilogue ce soir, que les montures que vous chevauchiez ont ralenti par fatigue. Les premières lueurs du jour ont commencé à poindre à l'horizon. Vous n'avez jamais arrêté de chevaucher, toujours plus vite, toujours plus loin vers le nord. Votre petit groupe de 6, montant majoritairement des chevaux, mais aussi sur une carriole qui est tirée par 2 montures, a pris des routes de moins en moins grosses, grandes et fréquentées, de sorte à être oublié dans la nuit et à fuir le brasier. Même si actuellement dans vos oreilles, c'est une ambiance de marécage. Lorsque vous avez fui Fond de Fer, ce sont des cris, des hurlements, le bruit d'un feu immense qui crépite alors que les bâtiments s'enflammaient, et qu'une fois de plus, depuis ces 15 derniers jours, vous quittiez dans la plus grande discrétion une ville en flammes. Les dernières heures ont été extrêmement violentes. Votre petit groupe a frôlé la mort. Mais vous avez réussi à stopper la flamme alors qu'elle voulait se donner en spectacle et surtout s'attaquer à vous. Vous n'avez pas stoppé le carnage dans la ville, mais vous avez été capable de reprendre la fuite avec le sac. Cependant, le petit groupe qui devait vous escorter plus au nord sont tous restés derrière. La seule personne, comme je disais, qui vous guide, c'est cet homme à qui vous avez à peine parlé, que vous avez croisé quelques reprises depuis votre arrivée à Fond de Fer. Styx, chevelure blonde, derrière la nuque, graisseux, une cape qui arrive à mi-dos, qui est très à point dans ces marécages où vous commencez à serpenter. Et pour toi, Jacques, qui a fréquenté le nord, c'est que vous arrivez à la limite entre le duché du Moulin et le début de ce qui va devenir le marais des Mudmen. Peut-être justement que Constance, alors que tu reconnais cet environnement, tu as les sens plus en aguet, à l'affût de peut-être une certaine forme de camouflage, voir si certains de ces Mudmen-là vous épient. Mais il ne semble rien avoir eu que croiser ton chemin. En tout cas, rien de humanoïde. Pour ta part, Fala, ton armure et ton épée sont lourdes. Oui, la bataille t'a peut-être offert ce que tu voulais, mais une fois de plus, tu as assisté au carnage et à la puissance de la flamme. Et tu te rappelles d'un moment précis pendant le combat où tu as fait être soumis de nouveau à la flamme, alors que les cultistes se jetaient sur toi. Et pour ta part, Mantissa, j'ose te proposer qu'il y ait une certaine pointe de colère ou de regret, puisque tu n'as toujours pas été payé, à l'exception des 200 pièces d'or qui t'ont été remises par Adamar lui-même au tout début de votre conversation. Vous n'avez pas été payé par Flint Flickenstone pour le combat que vous avez livré, puisque, elle est partie en flammes, en cendres, ou a pris la poudre d'escampette, elle aussi. Alors, pour bien installer la scène, pardon, vous avez de l'eau à mi-jambe, à la moitié des pattes de vos chevaux. Vous avancez péniblement à travers ces marécages-là. Il y a plusieurs insectes autour de vous. Les premières lueurs du jour, vous êtes fatigué. Commence à être humide. Je vais vous inviter à rouler un des 20, s'il vous plaît. Tout le monde? Tout le monde. 8. 8. Quelqu'un bat 3. 8? 3. 19. 5. 5. On va commencer avec toi, Constance. Vos montures ont ralenti. Tu étais probablement soit sur une monture partagée avec ton père dans la carriole. Quel des deux tu dirais que tu as opté comme véhicule?
Euh, Si ça me permet d'avoir un moment avec mon père, probablement à la carriole. Excellent. Vous n'avez pas beaucoup échangé depuis votre départ, mis à part peut-être quelques coups d'œil ici et là, puisque avec la route et la vitesse que vous aviez, vous deviez avoir les yeux justement rivés sur la route devant vous et peut-être un regard derrière pour être sûr que vous n'êtes pas suivi. Mais alors que le rythme ralentit et que vous avez dû peut-être débarquer de votre carriole, embarquer sur les chevaux qui l'attiraient pour pouvoir entreprendre le chemin dans les marécages, vous avez un petit moment pour échanger entre vous et tu es seul avec ton père. C'est la première fois que vous vous voyez en 15 jours. Quelle est la question qui te brûle les lèvres? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que Gillian a fait pour toi, pour que je mérite ce voyage? Tu vois, quand tu poses cette question-là, il arrête d'atteler sa monture. Il prend un moment. Il devient la mine basse, sombre. je, je ne savais pas que ça allait être aussi périlleux. Autrement, je ne t'aurais jamais envoyé, Constance, tu le sais bien. Mais je n'avais pas vraiment le choix. C'est grâce à Gillian si nous avons pu nous établir à l'Isem. Il m'a rendu un fier service lorsque j'ai dû quitter de là où nous venions avant. Et il n'avait pas demandé de paiement, simplement d'être là et de lui rendre service lorsqu'il en aurait besoin. Pourquoi on a quitté Elios? Parce que, avant d'avoir une échoppe, puis il va juste pointer autour de lui, j'étais habitué à ce mode de vie. Fuir, la discrétion, ne pas être vu. Et puis il se penche vers toi. Et je n'utilisais pas notre don à bon escient. T'sais, à elle-même, depuis 2 semaines, graduellement, mais très rapidement, elle est juste en dissonance cognitive, là. Puis de plus en plus, t'sais, il y a un blocage entre la réalité et elle. Quand elle a vu son père, c'est comme si tout à coup, comme un raz de marée, était redevenu Constance. Puis elle a juste fui parce qu'elle avait peur. Puis là, ben, elle a comme des regrets d'avoir fait ça. Puis en regardant son père, je pense qu'elle va juste dire, je pense que je serai plus jamais comme, je serai plus jamais la Constance que vous avez connue. Je pense pas pouvoir revenir. On finit toujours par pouvoir revenir si on veut, Constance. Puis il va mettre sa main sur la tienne. Il va te prendre par l'épaule. Fais-moi confiance. Commençons par terminer ce que tu as commencé. Et ensuite, tu décideras toi-même. Je respecterai ton choix. Je te dois bien ça. Silencieusement, elle embarque sur la monture. Les pattes commencent à frôler l'eau, puis tranquillement disparaître dans ce marais autour de vous. Et la prochaine personne qui avait roulé sur le D20, c'était un 8 avec Mantissa. T'as la tête un peu dans les nuages ou les pensées. Est-ce que tu es accablé, libéré maintenant que vous avez fui? Comment est-ce que tu te sens? Quoi tu penses seul sur ta monture? Euh, je pense à beaucoup de choses. Je rumine quand même beaucoup, puisque ben, non seulement j'ai pas eu mon paiement, mais en plus, on n'a pas pu accomplir la mission qui nous avait été confiée par Conrad. Donc, ma famille n'a pas été libérée non plus. Donc, je suis très confuse. La seule chose que je pense que je peux me dire, c'est que je dois éventuellement retrouver Conrad à Forge Rouge. Très bien. Alors que justement ta pensée court dans ton esprit à savoir quel est le meilleur chemin à entreprendre, ou si tu devrais te rendre directement à Forge Rouge pour rembourser ta dette. Tu observes un peu l'environnement autour de toi. Tu es sur une bonne monture, de bonne qualité. Il y a un peu de vivre dans les sacs et les besaces attelés à la monture en question.
Tu as quand même eu 200 pièces d'or dans ta dernière paye. C'est suffisant pour entreprendre le voyage. Cette option-là est possible. À l'exception de peut-être une chose, tu n'as aucune idée où tu es. Les premiers jours vont être un peu de vagabond. Mais après, dès que tu vas avoir retrouvé la route, si tu es capable de quitter ce satané duché, c'est une option viable. Est-ce que... comment tu dirais que Mantisac n'est pas non plus une grande guerrière de carrière? Qu'est-ce que tu vas traîner avec toi de ce massacre? Traumatisme épouvantable. Mm-hmm. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, c'est moi qui te coupais. Ben, c'est ça. Elle, c'est une barde. Elle chante dans les rues et dans les tavernes. C'est ce qu'elle fait. Elle ne se bat pas. Son arme est pratiquement purement décorative. C'est pas quelque chose qu'elle a dû utiliser peut-être sauf pour se défendre une ou deux fois dans une ruelle, mais that's it, tu sais. Mm-hmm. Au-delà de ça, ben, elle a frôlé la mort. Elle est énormément blessée. Sûrement qu'elle est en train de tomber de guérison, soit par magie ou par des soins qui m'ont été offerts, mais il y a toute la blessure du fait de... C'est plus profond que juste physique, là. Ben ouais, tout à fait. Puis elle a tué des gens. Fait que... Il y a ça aussi qui pèse. Puis justement, on peut peut-être s'imaginer que tu jettes un coup d'œil par-dessus ta monture pour voir ton reflet dans l'eau l'espace d'un instant, puis le cheval dépose une patte sur ton visage, qui disparaît dans des petites vaguelettes, qui se répercutent sur la prochaine personne qui a eu un score sur son dévin, qui est Pépé. Jacques, Oui. avec un 5. Oui. Jacques, t'es sur une grande et grosse monture, peut-être un peu trop large pour tes pattes d'ouarve, mais tu gardes le cap. Tu dois avoir mal des dernières heures, à force d'être sur ce cheval. À moins que tu me révèles soudainement être très adroit comme cavalier. Non. En fait, oui. Je suis en train d'être sur mon cheval, mais sur les mains, les pieds dans les airs. Aussi agile non, c'est vraiment... Jongler avec tes pieds. Un jongler avec mes pieds, c'est digne du Cirque du Soleil. Non, c'est vraiment... Je suis très mal à l'aise. Ben, en fait, pas mal à l'aise. Je suis très inconfortable. Mais écoute, on est habitué. Là, je pense que ce ressenti sur mes fesses de ce mal-être que je peux avoir présentement d'être assis sur le cheval n'équivaut pas à la douleur que j'ai pu ressentir physiquement il y a de cela quelques heures lors de l'affrontement dans l'arène. Là, c'est pas du tout le même. On n'est pas au même niveau. Fait que c'est un moindre mal, je te dirais. Dans les 15 derniers jours, tu as été poignardé, si je ne m'abuse, frappé avec une masse. On t'a criblé de carreaux et de flèches à plusieurs reprises, pointé au bout d'une lance, brûlé. Jacques a souffert dans ces 15 derniers jours. Est-ce que ça mérite une grande histoire? Comment tu te situes sur le plan mental en ce moment, alors que le jour pointe ses dernières lueurs puis que tu te sais à l'aube de terminer votre mission? C'est une telle chose est ton désir. Jacques, il va quand même, je te dirais, relativement bien, malgré tout, parce que c'est pas justement quelqu'un qui reste dans la contemplation de l'instant présent par rapport à ce qu'il a vécu, tout ça. Il va comme tout le temps vouloir mettre un pion, jouer un coup en avant sur en fait les affrontements qu'il peut avoir ou sur le ressenti qu'il peut avoir ou sur les problèmes qu'il peut avoir. Fait que présentement, le coup de pion qu'il est en train de jouer, c'est plus le fait de s'approcher de Ironpike, de Pic de Fer, qui est plus un endroit que lui connaît bien par rapport à, on va dire, le peuple nain aussi, où est-ce que Jacques lui-même a un certain passé aussi par là dans sa famille et tout ça. Fait je t'avoue qu'il est surtout fixé sur cette réalité prochaine-là. Donc, il y a encore probablement son espèce de fameux petit sourire au visage, les yeux entrefermés, comme s'il était en train de dormir en souriant, bien qu'il profite quand même du fait de ne pas avoir besoin de marcher et de tout simplement être transporté par un cheval beaucoup trop grand pour lui. Et tu dois mais il a avoir... vécu, il a vécu quand même la douleur. Il l'a senti, là. Ben Il oui. l'a senti, puis il va assurément en parler dans un roman quelconque ou dans une histoire. Comme il va faire d'habitude, c'est qu'il va pas prendre tout ce qu'il a vécu dans les 15 derniers jours et
le transformer, l'entrecouper pour faire comme 12 histoires différentes, mais Ouais, 12 ouais. histoires qui se sont vraiment passées, mais qui n'ont pas nécessairement un lien l'un avec les autres. Là. J'adore. Euh, Tu dois voir, justement, poindre à travers les arbres qui ont de moins en moins de feuilles autour de vous, alors que vous marchez dans les marais. La végétation dense qui était au-dessus de vous est remplacée par des herbes hautes. Mais sur votre cheval, vous êtes capable de surmonter un peu la végétation ambiante et tu vois la grande chaîne de montagnes qui pointe à l'ouest. Et tu reconnais, bien caractéristique avec sa forme très pointue, le pic de la dague de Iron Pike de fer. Et alors que tu rabats les yeux un peu devant toi, tu es peut-être ébloui l'espace d'un instant par l'un des faibles rayons de soleil qui percent les épais nuages et qui va se miroiter dans l'armure de la cavalière juste devant. Falatar Fairis. Pour ta part, alors que justement ton armure t'a encore une fois protégé des assauts de tes ennemis, mais qu'une fois de plus, tu as goûté à la flamme et tu as vu des gens y succomber. Comment est-ce que tu te portes sur ta monture et qu'est-ce que veulent dire pour toi les 15 derniers jours de ton périple? Je pense que je me porte plutôt bien, notamment de par où on s'en va. Tu sais, je veux dire, les marécages, c'est quand même quelque chose de rassurant pour moi. Ça me ramène un peu au début de tout ça parce que là, moi, mon 15 jours ne part pas du même moment que deux de nous quatre. Puis, tu sais, somme toute, moi, j'ai fait vœu de vengeance. Et j'ai respecté mon vœu de vengeance. Et cet affrontement-là a une fois de plus prouvé qu'il fallait que je continue parce qu'il demeure qu'il y a toujours des gens en danger à cause de la flamme. Et j'ai pu protéger des gens qui me sont devenus proches en peu de temps. Fait que j'ai comme la conviction que je m'en vais vers le bon endroit, puis que justement ces derniers moments-là me confirment que je suis en train de faire la bonne chose, notamment ma rencontre avec Munson. Puis probablement que mon regret, c'est de pas avoir pu l'amener avec moi. Tu sais, moi, j'aurais voulu continuer ce périple-là avec lui. S'il y en avait un que j'aurais voulu qu'il sorte vivant, mis à part évidemment mes comparses, ça aurait été lui parce que l'amalgame de mon rituel avec lui, le fait qu'on allait combattre la flamme, puis qu'ensuite j'allais me diriger vers le monastère, c'était comme une équation parfaite. Mais évidemment, rien n'est comme prévu dans ce genre d'aventure. Puis je pense que Falaï le sait aussi, là. Fait que, tu sais, oui, c'est un combat sanglant. Mais comme Fala en a mené d'autres, je pense, tu sais, je veux dire, Fala a déjà tué des gens. Tu sais, fait là, ce qui la rend peut-être bien, c'est qu'elle a pu protéger les personnes qui lui sont chères dans les médias du danger qu'elle tente de combattre au quotidien. Hmm, très intéressant. J'ajouterais, si tu me permets, qu'il y a quelques petits moments clés qui vont rester, je propose, gravés dans ta mémoire, soit les sacrifices des gens qui se sont battus dans l'arène, qui sont tous morts en héros, en prenant les devants pour en protéger d'autres, en donnant des dernières directives. Mais il y a un regard que tu t'expliques pas, par contre, une personne que tu connais pas, ce grand homme à la peau noire qui a levé la grille et qui vous a laissé passer et qui est resté derrière. Puis ça te rappelle toutes ces morts anonymes dans les champs de bataille que tu as livrés. Mais j'imagine que cette vision-là va te tracasser encore quelques jours sur ton périple. Si tu me permets de te proposer ça. Falatar Fairis. T'as la mémoire longue, t'as vécu longtemps. Mhm. Vous continuez à avancer dans les marais, puis cette ambiance de rêvasserie ou de tourment, selon, est rapidement dissipée, alors que Styx, qui était plus en avant de vous, qui n'a pas voulu engager la conversation avec aucun d'entre vous, qui semble pris dans ses pensées, très aux aguets, regarde tout autour de lui, s'arrête un instant sur sa monture, lève la main, puis vous pointe un peu plus au loin, à droite, sur votre droite. À travers les arbres noueux qui semblent monter sur une petite colline, une butte, pour être très honnête, de boue et de terre. Vous voyez que ces racines-là sont entremêlées à de grandes pierres, qui ne sont pas des roches naturelles, mais bien des pierres façonnées. Et alors qu'il vous la pointe et que vous la distinguez un peu à travers les premières lueurs du jour, vous voyez que sur la butte, il y a la fondation de ce qui était peut-être jadis une tour ou un poste de garde, perdu en plein milieu des marais. C'est notre destination. Débarquez de vos montures, attachez-les.
Ne laissez pas les pattes dans l'eau. Elles se feront dévorer. Il débarque sur l'une des petites îles à proximité qui jonchent à travers les eaux. Se défait de sa monture, laisse les choses derrière lui et se dirige vers les ruines. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous voudriez faire avant de vous diriger vers les ruines de la Tour de Plume? Je te dirais possiblement profiter du fait qu'on est vraiment plus dans un environnement sauvage pour faire un classique tour d'horizon pour être sûr que l'endroit est sécuritaire, vraiment. Même si je suis persuadé que la personne qui est en train de nous diriger ne nous aurait pas amené dans un endroit volontairement dangereux. Là. Mais je fais quand même un petit check-up Très bien. classique à la Jacques. Tu peux faire un jet de survie dans ce cas-là, Jacques. That's it. Je voulais juste avoir l'occasion de lancer un dé. J'allais dire que probablement que je fais la même chose aussi. Là. J'observe. Très bien. Je t'invite à le faire, mais sous la langue de la perception. OK. Jacques, pour ta part. Ça me donne 23. 23 de survie, très fort. 23 de perception aussi. Oh là là. Vous remarquez que le point où vous êtes, Jacques, tu remarques que ça a été créé, la butte sur laquelle se trouvent les ruines de la fondation, de la tour. Dans la mesure où il y a une petite presqu'île, un petit point d'observation qui a été créé. Naturellement, l'eau, après ça, s'est divisée tout autour. En faisant un excellent point d'observation et un point qui aurait dû, à une certaine époque, être assez difficile à prendre. Mais la tour est pas assez... L'île sur laquelle, la butte sur laquelle se trouvent les fondations de la tour est pas assez grande pour permettre d'avoir une grande tour de garde. Mm-hmm. Donc, il ne s'agissait pas d'un lieu où on voulait construire quelque chose très en hauteur. On peut voir d'une bonne vue d'ensemble si on est sur déjà 2 ou 3 étages de hauteur. Mais naturellement, les fondations autour de toi, on n'aurait pas pu construire un grand bâtiment ici. Le sol est trop boueux. Par contre, quand tu jettes un premier coup d'œil, il ne semble pas y avoir de bûches qui flottent contre le courant qui pourrait témoigner d'un grand crocodile qui vous approche ou autre créature du genre. Il me semble être quand même en sécurité. Mais c'est vrai que vous allez être mieux pas dans l'eau pour le reste de la journée. Pour ta part, Okay. Constance, tu vois de petits oiseaux qui virevoltent par-ci, par-là, pas de grandes nuées qui s'envolent, beaucoup d'insectes qui font du bruit dans tes oreilles, qui perturbent ta concentration et ton focus, mais tu ne sembles pas voir âmes qui vivent, ni personne qui vous épie, qui vous espionne, pas de fumée à l'horizon qui pourrait laisser présager une habitation, ni de bruit, de clameur pour témoigner d'une ville, d'un combat ou d'un affrontement. Vous êtes dans les marais. Vous vous défaites de vos montures, vous montez sur la petite butte et vous remarquez justement que ces ruines-là soutiennent et sont toujours en place, subsistent, voilà le mot que je cherchais, puisqu'elles reposent sur de lourdes fondations. Alors que vous montez sur la petite butte en question, qui n'est pas plus grande qu'une petite maison, là, vous remarquez qu'il y a beaucoup de pierres dans le sol, puis qu'il semble y avoir des petits tunnels et autres labyrinthes, mais il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien au-dessus. Et Styx vous fait signe de le suivre. Et je vais vous proposer d'imaginer quelque chose de très Angkor-Wat. Les racines ont repris leur place là, à travers les pierres de ce qui était jadis cette tour-là, qui était peut-être un temple, un point d'observation militaire, mais ici, la nature a repris 100% sa place et ses droits. Quand même, au bout d'un moment, vous vous enfoncez assez bien dans le sol et vous passez quelques arches voûtées et il y a un escalier qui semble descendre sous terre. Styx prend une torche qui est laissée à proximité dans un brasero éteint, sort un petit morceau de pierre, fait une étincelle, embrase la torche, lui fait signe de l'accompagner. Est-ce que quelqu'un voudrait allumer une torche ou une lanterne? Je vais le La faire. lanterne. Mantis avec une torche et Constance avec une lanterne. Vous puisez dans son feu, vous éclairez autour de vous et vous commencez cette lente descente sous terre. Ça vous surprend puisque lorsqu'on vous a partagé le fait que vous deviez vous rendre à la tour des plumes, il n'y a pas de tour. Directement, vous retournez sous terre. C'est une petite signature, ambiance assez classique Modman que de se réfugier sous terre. Rapidement, les ruines autour de vous, éclairées par vos torches, les pierres, laissent place à un mélange de boue, de lianes, de racines qui ont repris le contrôle et qui semblent tenir ces voûtes et ces tunnels. Et vous avez heureusement plusieurs guides avec vous parce que ça serait assez facile de se perdre. Droite, gauche, on descend dans une voûte, on remonte un peu, il y a un petit plateau. C'est un vaste réseau de tunnels et de moins en moins de pierres, signature d'une ruine, plus dans des tunnels naturels,
qui aurait été forgé par quelque chose d'animal ou d'humain très rustique à notre époque. Vous êtes aux aguets et finalement votre lumière à vous connecte avec une autre, puisque au bout d'un moment, à force de dévier dans les couloirs et dans les tunnels, vous débarquez dans une petite plaza, une petite salle avec des colonnes qui permettaient de, peut-être à une certaine époque, storer des casques ou autres matières. Les colonnes sont façonnées ici avec la pierre, signe que la pièce a été exploitée à ce sens-là. L'air est un peu plus froid, frais, moins vicié, puisque la pièce est quand même de bonne taille. Vous descendez d'un petit escalier, et pour vous décrire la pièce autour de vous, il semble y avoir justement quelques petites cargaisons, des caisses, tout ça est placé sur de grands morceaux de bois pour s'assurer qu'il ne s'imbibe pas d'eau. On a placé plusieurs tables au fond. Il n'y a qu'une seule lanterne sur l'une des tables, et il y a quelqu'un, une personne d'une assez grande taille, dans une grande robe, avec les manches remontées, qui, avec le contre-jour de la lumière, vous ne voyez que sa silhouette, mais semble travailler sur quelque chose sur la table et se parle à elle-même. Je vais faire ça ici. Que faites-vous? Je t'avouerais que de mon côté, j'attendrais. J'attendrais de voir ce que fait notre guide en soi. Voilà, Mantissa, vous êtes d'accord avec ça? Très bien. Ouais. Vous attendez. Et le guide, justement, se retourne vers vous. Laissez-moi peut-être aller lui parler d'abord. Un instant. Puis il marche. Puis Constance, tu reconnais le pas de... Quand vous aviez ça dans les shops à la maison, quand vous voulez être entendu, pour pas que quelqu'un qui travaille sur quelque chose soit surpris, puis échappe la concoction et la mixture. Donc Styx descend, mais d'un bon pas dans l'escalier de pierre, les pas résonnent en écho dans la voûte, puis la personne qui est attablée à sa table arrête de bouger, s'immobilise un instant. Je vais vous demander de faire un jet de sauvegarde de... Non, je vais vous demander de faire un jet de perception, s'il vous plaît. Pas un jet de sauvegarde. 27. 27. 19. 19. Fala. 17. 17. Et Jacques? 13. 13. Jacques, t'es le seul pour qui le subterfuge fonctionne. Tous les autres, vous voyez que l'ombre qui est restée sur la silhouette semble pas matérielle. Il y a comme une ombre qui subsiste, alors que la personne qui était attablée a rapidement disparu dans les ombres à proximité. Mais Jacques, en dépit de tes yeux bien acclimatés à la noirceur, peut-être juste fasciné par cet intriguant personnage, t'as encore l'impression qu'il est attablé à sa taille. Mais il est encore attablé à sa table. Un classique. Il va rester là longtemps. Descend avec sa torche, puis éclaire à travers les différentes poutres qui soutiennent la pièce et la voûte. Et il s'installe sur l'une des poutres avec sa torche. Il semble s'adresser à personne. Et vous entendez à travers justement la grande pièce, si vous restez une bonne distance, quand même assez clairement sa voix. Nous sommes là. Aucun des autres n'a suivi. Ce sont des nouveaux. C'est eux qui ont ce que tu recherches. Et un peu partout autour de vous, encore dans ce même subterfuge, comme si la voix se répétait en écho. Il y a plusieurs murmures. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Est-ce qu'ils ont été pris à prouver? Pourquoi les autres n'ont pas suivi? Est-ce que vous contribuez à la réponse ou vous laissez Styx s'occuper des discussions? Moi, je parle pas. Je suis encore Moi non fasciné plus. par tout. Je suis même pas censée être là. Fait que genre, c'est sûr que je vais pas prendre l'initiative de parler du sac ou de quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça dit, Jacques? Je veux dire que je suis encore fasciné par la personne. Mhm. Je pense que Constance se dit que si elle répond, elle risque d'être un peu trop froide ou directe en ce moment. Fait qu'elle va juste attendre de voir la diplomatie de Stick en la circonstance. Très bien. Il laisse quelques secondes planer, voir si vous vouliez prendre part à la conversation. Il finit par répondre. Non, je ne les ai pas pris à prouver, mais Martial leur faisait confiance. C'est suffisant pour moi. Et pour ce qui est des autres, la flamme a frappé plus fort que prévu. Puis un moment de silence dans la pièce. Et l'ombre qui est à côté à la table disparaît. Comme si elle s'évanouissait, prenait en fumée, Jacques.
Tu prends conscience que personne n'a tapé à la table. Oh! Et il Vous a en- disparu. Vous entendez tous quelqu'un qui semble marcher derrière vous et qui descend l'escalier. Et alors que vous retournez pour regarder avec vos torches et vos lanternes, c'est la même personne, cette même silhouette, dans une grande robe, qui donne un peu l'impression d'être squelettique, très très petite, maigre, rachitique, dans des vêtements beaucoup trop amples et grands. Puis quand elle bouge, il y a un peu comme si les vêtements flottaient dans l'eau, là. Quelque chose d'un peu trop fluide par rapport à ses faits et gestes. Un tout petit visage, un grand chapeau sur la tête, avec une longue plume noire. Et son petit visage est recouvert par son chapeau qui est très large. Et alors qu'elle lève doucement la tête dans la noirceur, pardon, dis-je bien, vous voyez un de ses deux yeux qui semble refléter comme si vous éclairiez l'œil d'un chat, qui semble refléter votre lumière. Et elle cligne des yeux. Et son regard s'illumine, sa bouche s'ouvre, de grandes dents blanches, bien droites, qui brillent sous la lumière de vos torches. Et alors qu'elle avance de plus en plus vers la lumière, vous remarquez qu'à travers ses vêtements noirs, son grand chapeau noir, la plume noire, ben, il y a une grande tignasse rousse qui descend sur ses épaules, frisée, qu'elle rabat derrière elle. Et elle s'arrête, se croise les bras. Alors, c'est vous qui avez ce que nous recherchions. Je me présente. Sœur Aureila Weirdwood. Bonjour. Je m'appelle Jacques. Ça, c'est Fala. Il y a Mantissa derrière. Il y a Constance, juste là. Si j'en comprends le plan d'origine, nous n'étions pas supposés nous rencontrer. Mais si vous êtes ici, dans la même pièce que moi, c'est que le plan d'origine ne tient plus. Et à en croire ce que Styx raconte, le reste du groupe ne se joindra pas à nous. Mes sympathies, Non. je ne sais pas à quel point vous les connaissiez. Oh, merci. On les connaissait un peu, mais on a l'impression de connaître beaucoup plus les gens lorsqu'on combat à côté d'eux. Effectivement, nous avions un colis à donner à quelqu'un et ben, malheureusement, cette personne ne peut pas le prendre. Une arme, il semblerait. Une arme. Ça tombe bien. C'est en quelque sorte ma spécialité. Tout ce qui peut causer du mal. Voyez-vous, je suis une collectionneuse. J'ai été engagée spécifiquement pour m'assurer que... Puis elle fait juste pointer les caisses autour de vous, puis les tonneaux. Que ce qu'il y avait de plus dangereux ici soit acheminé plus haut, plus loin, dans la montagne. Et que je transporte, moi, personnellement, ce qu'il y a de plus dangereux. Adamar m'avait demandé d'attendre le dernier colis. J'imagine que c'est ce dont vous parlez, Jacques. Peut-être, mais de quoi est-ce que je parle selon vous? Juste pour être sûr que nous soyons sur la même longueur d'onde. Je n'ai pas reçu d'instructions par rapport au contenu de ce que vous deviez transporter. Moi-même, je ne fais que le relais. Cependant, puis vous voyez qu'elle se déplace un peu comme si ses jambes étaient trop grandes, là. Et je vais vous demander de rouler un des 20 plus histoire, s'il vous plaît. Et la marque à atteindre va être 18. Ah bon, c'est là que je lance bien. Ça me donne 18 piles en fait. 18 21. piles. 21. Mantissa et Jacques, vous remarquez que dans sa démarche et dans ses apparences, il y a quelque chose de très semblable à cette créature que vous avez rencontrée il y a 3 jours dans les profondeurs des tunnels des Mounmen. Comme quelque chose d'un peu insectoïde dans sa démarche. Puis elle fait remonter ses grandes manches, puis ses grands bras là, sont très très longs. Là. Puis elle s'installe à sa table, puis elle déplace avec une très grande agilité les vases, les verres, les pinceaux, les petits outils, puis elle est en train de faire de la place sur sa table de travail. Puis elle fait juste se retourner, puis elle fait signe. Amenez-le ici, nous le regarderons ensemble et je vous dirai ce dont il s'agit. Je peux-tu faire un jet d'insight là-dessus? Tout à fait. Juste comme pour savoir la vibe de la personne, parce que je peux, outre la trouver vraiment weird. 25. Elle est en effet assez étrange, mais elle est aussi très excitée. Il n'y a pas de fourberie. Ok. Tu sais, c'est comme un chat qui joue.
Elle était contente de pouvoir se glisser dans l'ombre derrière vous puis de laisser croire qu'elle n'était pas vue. C'est dans son naturel de jouer puis de s'effacer puis de disparaître. Mais il y a quelque chose d'un peu instable comme quand tu joues avec un insecte. Là. Que tu sais, il y a un pattern que tu n'es pas capable de comprendre parce qu'on on pense pas pareil. Là. Mais fait que c'est pour ça, tu sais, elle est pas fourbe. Autrement, elle vous attaquerait. Tu sais, Ok. elle a pas ce niveau-là de. Il n'y a pas de duperie mesquine, Ouais. là. Ok. Exact. Non, c'est ça. Ok. Elle semble juste fascinée par ce que vous avez, puis de par son statut de collectionneuse, ben, c'est assez logique que si vous parlez, vous transportez quelque chose de très convoité et une arme, ça l'intéresse. Est-ce que vous vous approchez avec le colis en question? Je m'approcherais euh, instinctivement, ou d'apparence instinctive, je serrais sur moi, non pas le sac contenant la boîte, mais mon sac à moi, comme Mhm. pour laisser penser que le collier est là. Puis je lui demanderais simplement, et qui vous a donné cette charge d'amener tous ces objets vers le nord? J'ai été, de prime abord, recruté par un certain Gillian, des voûtes de Gillian. Ce n'est pas la première fois que je fais des relais jusque dans les montagnes. Mais nous avions perdu contact. Et Adamar a pensé à moi. Je regarderais Jacques du coin de l'œil, puis les autres, pour savoir s'ils sont OK avec le fait de donner le colis. Oui, ben pourquoi pas. Rendu là, je dois vous avouer que j'ai un peu atteint le bout du chemin avec ce colis-là. Que je déposerais le bon sac sur sa table. Tu déposes le sac sur sa table de travail, puis tu vois, elle se recule, elle le regarde sous tous les angles. Est-ce que vous restez proche ou loin du colis? Je resterais proche, moi. Comme- Proche encore, Constance? Toi, Jacques? Moi aussi, moi Ah, proche toi, aussi, ça fait un bout que je veux savoir ce qu'il y a dans le sac. Je vais J'adore. rester proche, mais je vais te cacher derrière Fala. Excellent. Pour ta part, Mantissa? Oh, toi aussi, tu vas rester proche. Lige sur tes lèvres. Parfait. Oui, merci, désolé. Pas trop. Donc, vous êtes tous prêts. Puis, on imagine une toile c'est très baroque. Là. Il y a plein de couleurs puis de frivolité un peu partout, alors que vous êtes tous juchés les uns par-dessus les autres. Puis, il y a juste ce sac-là, cet amas de tissu et de toile qui semble marqué au fer par quelque chose de très chaud. Il y a une petite fumée qui en échappe. Elle, encore une fois, tire les manches et prend deux grandes tiges de bois, l'une avec un crochet, puis l'autre avec une petite pince toujours ouverte, puis elle commence méticuleusement à retirer le sac et les choses de son emballage. Et Jacques, je vais t'inviter à faire un jet de nature avec avantage. Les autres, je vais vous inviter tous à faire un jet de nature, s'il vous plaît. 23. Critique plus 3, 23. Oh, Jacques, 23 aussi. 23, Fala, Cinq. 23? Ah. 5. Ça ne te dit rien. Probablement que si on avait une scène alternative pour nous décrire ce dont je parle, tu marches dessus sans t'en rendre compte. Tandis que les autres, pour une raison bien différente, vous remarquez les gestes d'une araignée qui est en train de placer quelque chose dans son cocon ou de le déballer pour s'en nourrir. Et elle commence comme ça à défaire le sac. Il y a quelque chose de très, très méthodique dans son travail, mais aussi très rapide. Plus ça avance, plus les petits morceaux se lèvent. Puis rapidement, elle fait sortir le sac de l'autre sac, puis il y a cette chaleur-là qui vient vers vous. Puis elle se retourne. Et vous voyez que son œil, celui qui réfléchissait, a traversé d'une grande cataracte, comme si elle voyait rien. Ce qui vous rassure peut-être pas sur ces manipulations. L'autre œil, d'un bleu clair, est rempli d'excitation. Oh, cela brûle, cela chauffe. Une arme qui infligerait des dégâts de la flamme. Elle sourit. Je pense comprendre pourquoi nous sommes si convoités. Bien. Préparez-vous, je déballe. Puis elle ouvre le sac, elle tire sur la corde qui retient la besace. Puis elle l'entrouvre, puis il y a une grande bouchée de chaleur, puis vous voyez que la flamme de la torche vacille. Puis elle recule un petit peu, puis elle prend des grands gants
et elle reprend ses pinces. Elle reprend des pinces, c'est-à-dire plus grosses. Et elle va ouvrir et tourner le sac. Et je vais demander, de façon aléatoire, à Mantissa, tiens, de rouler un dessin, s'il te plaît. Tu vas rouler pour sœur Aurélia. 93. Ouh! C'est bien. Tu vois qu'elle tire le sac, puis il y a un petit peu de résistance, mais peut-être que dans l'excitation, elle-même n'est pas capable de se contenir. Et tire le sac un petit peu plus fort, puis vous entendez le bruit de quelque chose qui déchire. Oh non, pas de panique, pas de panique, j'ai tout sous contrôle. Puis elle tire rapidement le sac, puis vous voyez qu'une des parties de la boîte là, qui était contenue par justement un parchemin collé, ça a été arraché. Puis de cette partie-ci de la boîte, il y a des flammes qui surgissent là, comme si ça brûlait. Rapidement, d'une main de maître, elle tire quelque chose, elle le trempe dans une de ses flasques, elle le place devant elle, puis elle vient le recoller par-dessus. Puis ça vient colmater un petit peu la fuite. Ça ne tiendra pas très longtemps. Je crois que nous n'aurons pas vraiment le choix de l'ouvrir au complet. C'est une journée magnifique. Reculez un petit peu, à moins que vous ayez le goût du risque. Qu'est-ce que vous faites? Aucun problème, dis-je derrière Fala. Ouais, je m'exécute, là, je recule un petit peu. Je suis assez stoïque, je pense. Rendu là, c'est comme, ben, le pire qui pouvait nous arriver, j'espère qu'il nous est arrivé. Fait que je compte sur mes réflexes s'il y a de quoi, là. Très bien. Voilà. Je recule en voyant les flammes. Tu recules. Jacques, est-ce que tu te places devant ou est-ce que tu recules toi aussi, donc? Je vais me placer devant elle en faisant comme. Ah, ne vous inquiétez pas, je suis là. Très bien. Je vais me placer devant elle pour les flammes. Alors Jacques, flanqué de Constance, devant elle, sœur Weirdwood, qui tranquillement va prendre une grande tige pointue qui se termine comme un petit scalpel, si vous voulez. Faites-moi confiance. Nous avons besoin de tous les ouvrir. Vous parlez draconique, n'est-ce pas? Comme si elle jasant coupant les cheveux de quelqu'un, puis avec perfection et précision, elle s'exécute puis elle coupe les espèces de petits parchemins qui retenaient la boîte. Et tout de suite, les flammes s'agitent. Non, 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 tout ira bien. Puis elle prend trois autres bandelettes, puis elle les replace. Et je vais demander à Jacques de rouler un dessin, s'il te plaît. 65. 65. Parfait. Chanceux. Est capable de contenir justement les flammes, mais vous voyez que les arêtes de ce prisme-là noirci commencent à devenir plus rougeâtres, là, comme s'il n'était pas capable de contenir la chaleur à l'intérieur. Si ce que me dit mon œil et mon oreille est vrai, ce qui se trouve à l'intérieur n'est pas seulement une arme, c'est aussi vivant. Regardez. Puis vous voyez que la boîte s'agite un petit peu, comme par secousse, par rythme. Où Un avez-vous... peu comme un élémental de feu ou... c'est beaucoup plus instantané, les élémentales de flamme. Non, il y a quelque chose d'organique, je crois, à l'intérieur. Approchez. Est-ce que vous vous approchez pour jeter un coup d'œil? Oui, je suis quand même curieux, là. Elle va prendre la petite pince, puis elle va tirer sur l'une des parties de la tige, puis ça va ouvrir la petite pince, puis elle la place dans l'une des arêtes, puis elle va tranquillement ouvrir, comme si on essayait de sortir quelqu'un d'un véhicule en flammes, là, pour juste tirer les arêtes. Je vais demander à Constance de rouler un dessin, s'il te plaît. Oui, monsieur. Et que ça tourne, ça tourne. Je parle de 59. 59. Très bien. Vous vous en sortez toujours sur la peau des fesses. Vous êtes capable de voir à l'intérieur comme si vous jetiez un coup d'œil dans un brasier, là. Il y a des flammes infinies qui sont contenues, immenses, tellement chaudes et fortes à l'intérieur de cette boîte. Et il semble y avoir quelques pierres et il y a une grosse chose qui trône au cœur, à l'intérieur de ce brasier. Comme si une bûche brûlait, incandescente de mille feux, rouge, comme si on avait chauffé du métal. Elle retire sa pince et referme. Oh, comme c'est excitant. Puis elle regarde ses outils. Est-ce qu'on devrait essayer de le contenir ou de l'ouvrir? Eh bien, vous semblez avoir dit que vous ne pouviez plus vraiment le contenir. Pour un temps seulement. Et si vous l'ouvrez, vous pourrez le mettre dans un autre récipient pour le transporter? Non, je crois que nous franchirons le point de non-retour.
Eh bien, vous êtes la personne la mieux placée pour savoir s'il faut la faire sortir tout de suite ou s'il faut la garder à l'intérieur pour la transporter ailleurs. Eh bien, sachez que si nous l'ouvrons, nous courons tous de graves dangers. Mais c'est ça, apprendre, n'est-ce pas? Mais vous êtes cinglé. On me le dit souvent. Je préfère dire excentrique. Puis vous voyez qu'elle piétine sur place, un peu comme un papillon là, autour d'une lumière. Là. Tu sais, qu'elle essaye de retrouver comme omnubilée là, par cette chose, source de connaissance. Vous restez proche. Oui. Je crois que ce que Gillian voulait, c'est que le colis aille vers le nord. Si nous en perdons le contrôle, ce ne sera pas possible, non? Eh bien, laissez-moi jeter un dernier coup d'œil. Je crois que j'ai une petite idée de quoi il s'agit. Puis elle va se diriger de l'autre côté. Puis elle va prendre une tige de métal qui se termine par l'équivalent d'une paille. Puis elle va juste la placer sur le côté de la boîte. Puis elle va tranquillement la tourner en roulant les doigts. Puis elle va la tourner dans l'autre sens. Puis elle extrait comme une carotte de la boîte. Puis il y a un jet de flamme qui sort, là, puis qui commence à brûler à proximité. Et je vais te demander, Fala, de rouler le dernier dessin pour ces manipulations, s'il te plaît. 25. 25. Réussite encore. Félicitations. Elle s'installe directement devant ce petit trou, puis elle observe, plisse les yeux à l'intérieur. Se relève. Vous regarde tous, toutes, les unes après les autres. Excusez-moi, vous, au fond. Puis elle te pointe, Mantissa. Oui. Je ne veux pas assumer des choses ou être impoli, mais... Puis elle va te parler en draconique, assez gauchement. Parlez-vous la langue de votre sang? Je vais y répondre en draconique, oui. Venez ici! J'y vais. Je suis un peu excitée. Parfait. Tu t'approches, puis elle va se pencher, puis elle va te pointer à l'intérieur. Puis tu remarques à travers ce trou, c'est très très chaud, comme si c'était concentré, là, puis qu'on soufflait de l'air chaud devant toi. Fait que tes yeux commencent tout de suite à brûler, puis les larmes qui s'accumulent, mais tu es capable de voir à l'intérieur cette espèce de grosse pierre déposée sur un lit de braise. Il ne s'agit pas d'une roche. Il s'agit d'un œuf. Si vous lui parlez, et je ne sais pas ce que vous pourriez lui dire, et tout ceci est en commun. Pendant que je l'ouvre, peut-être que nous courons la chance de le garder dans son œuf. Mais si nous perdons le contrôle et que vous lui parlez, vous avez peut-être une chance de le garder ici alors que nous, on court. Je ris de même, là. C'est parfait. J'adore. Alors préparez-vous. 5, 4, 3, 2, 1. Elle reprend son scalpel, puis elle coupe le parchemin qui était vers le trou. Puis la boîte commence tranquillement à s'enflammer puis à s'ouvrir. Là. Parlez-lui. Dites quelque chose. Moi, je cours déjà. Ah ouais? C'est parti. Genre à la Clairefontaine, là, tu sais, genre je chante une berceuse pour enfants en draconique. Parfait. Je vais t'inviter à rouler un jet de performance, s'il te plaît. Mais bien sûr. 16. 16. Désolé, les gens. Ben, c'est pas mauvais, ça. Non, c'est pas mauvais pantoute. C'est pas excellent. Tu commences à chanter ta petite berceuse pour l'endormir. Puis tu vois que Sir Weirdwood qui est avec vous jette des coups d'œil nerveux entre toi puis la boîte, puis essaie de regarder à travers la boîte, puis commence à s'activer, puis elle met, puis elle coupe des bandelettes là, pour essayer de comme contenir cette boîte-là qui, tranquillement, commence à se brûler sur elle-même, puis à s'enflammer, puis à reculer. L'enveloppe dans laquelle était contenu cet œuf-là commence à s'enflammer et s'embraser. Puis la pièce s'éclaire de plus en plus alors que les flammes montent. Non, je ne crois pas que ça fonctionne. Je ne crois pas que ça fonctionne. On change de tactique. Chantez autre chose. Je vais switcher à la berceuse que j'avais chantée aux deux gardes qui s'enfuyaient pour essayer d'endormir réellement par magie. Oh, Fait que je vais utiliser le sortilège dodo. très bien. Roule tes dés, s'il te plaît. Ouais, t'as vu les deux poupous. Donc,
24. Mhm. Et puis... C'est ça. Si, c'est le nombre de HP, un peu, Mhm. là, que la créature peut ou doit atteindre. Tout à fait. Et elle tombe automatiquement inconsciente. J'ai pas besoin de faire quelque chose de plus. Vous entendez la musique que joue Mantissa changer d'intensité et de rythme, alors qu'elle ne fait plus simplement que performer pour pouvoir recevoir des pièces ou de l'or, mais qu'elle vient puiser dans sa force magique ancestrale, qui permettent justement d'endormir les combattants sur les champs de bataille ou d'enflammer les foules. Et vous-même, vous vous sentez soudainement plus calme, comme apaisé. Et vous voyez que le feu ne cesse pas de consommer la boîte, mais que l'œuf à l'intérieur en question, tranquillement, s'agite avec moins d'intensité. Et la boîte est de plus en plus consommée, alors qu'il ne reste qu'un lit de braise sur lequel est déposé cet œuf immense, couché à l'horizontale, qui s'agitait par secousses. L'enveloppe, rouge, éclatante, comme si un fer chauffé qu'on était sur le point de tremper dans l'eau, ne semble pas par contre très épaisse, si bien qu'à chaque fois qu'il y a une secousse, c'est comme si cet œuf-là était parcouru d'un choc, d'une vibration, partant de sa base jusqu'à sa pointe, comme si une décharge de flamme, comme si on soufflait sur un feu pour l'aviver. Et il brûle, et il laisse distinguer à l'intérieur, comme dans ce jeu d'ombre et de lumière, une forme qui s'agite, qui se tourne, prise à l'intérieur de l'œuf, et qui gratte les parois. Et lorsque Mantissa chante, cette forme-là semble se calmer et se réchauffer. Et je vais vous inviter à rouler un jet de sauvegarde de sagesse. Fala, tu as pris la fuite. Je vais t'inviter à le faire à avantage. « 14. 14. 12. 18. 24. Parfait. Ouh! Fala et Jacques, vos genoux ne fléchissent pas ni ne flanchent pas, alors que Mantissa et Constance, vous avez un frisson qui vous parcourt l'échine, vos mains deviennent moites, la peur vous envahit, alors que tous et toutes, vous entendez, dans la pièce, dans votre esprit, dur à dire, une voix grave, gutturale, qui laisse échapper de douces complaintes à chaque fois qu'il y a cet électrochoc qui parcourt l'œuf. Prisonnier, libérez-moi, maître, afin que je renaisse et que je brûle, que je consume. Ça donne envie. Je recule. Est-ce que tu arrêtes de chanter? J'arrête de chanter, mais je continue de jouer de la musique. Parfait. Les autres, que faites-vous? Probablement, je recule d'un pas quand même, mais je regarde Sœur Weirdwood. Et que fait-on maintenant? Excellente question. Nous avons deux choix. Puis elle va juste retourner. Je vais quand même laisser les autres juste réagir avant. Fala, Jacques, que faites-vous? Je me demande à Fala. Je vais laisser Fala pour un. S'il Moi, avait quelque je suis chose. pas mal en route vers l'extérieur de la pièce, là. Fait que, dans le fond, tu sais, la mission, c'était de donner le sac. Mhm. Après, je vais pas mettre ma vie en danger pour ce qu'il y a dedans. Fait que, tu sais, probablement que je suis plus dans l'entrebâillement d'où l'escalier, tu sais, nous menait. Mais je n'interviens pas. Tu t'allumes une torche. Ah non, tu vas dans la noirceur avec tes yeux d'elfe. Donc tu serais apte à prendre la fuite. Très bien. Jacques? Il a parlé, mais en parlant en quelle langue? En fait, tu pouvais comprendre la langue, Jacques. Ok. Est-ce qu'on comprenait tout? Vous comprenez tous et toutes la langue. Ok. Je vais probablement reculer un peu parce que pour l'instant,
Tu sais, mon premier ressenti actuel, c'est que ça fait référence à des choses qui brûlent. Et disons que dans les dernières heures, les choses qui brûlent, ça n'a jamais été symbole de trucs positifs. Fait que là, je suis genre qui est un peu plus en deux chaises, là. Soit qu'il va peut-être se tracer, il va Mhm. peut-être rester, tout dépendant comment ça vire. OK. Très bien. Tu vois que, justement, Sœur Weirdwood voit que vous réagissez, que Fala est déjà parti, que vous preniez tous quelques pas de recul. Oui, exactement. Nous avons deux choix. Soit nous laissons la chose ici et nous en perdons le contrôle, ou nous essayons peut-être de la calmer. Cependant, intervenir pourrait faire craquer la coquille. Et si c'est le cas, il faudra réagir rapidement. Mais ne rien faire équiter risque. Cette chose risque de se réveiller et de craquer la coquille. Ou de mourir, si nous n'intervenons pas. Oh, ma curiosité m'a encore coûté très cher. Et si je peux me permettre une question rapidement, en quoi est-ce que cette chose est pour l'instant une arme, si elle semble avoir une conscience et qu'elle puisse aller d'un bord comme de l'autre selon sa bonne volonté et sa morale personnelle? Vous me semblez voyager beaucoup, petit maître dwarf. Avez-vous la moindre idée de ce dont il s'agit? Penses-tu que Jacques a déjà entendu parler des légendes, de ces serpents de feu qui ont terrorisé cette partie du monde à une autre époque? Bonne question. Tu me laisses-tu lancer un dé pour ça? Ah oui, tout à fait. Tu peux... Regarde, je vais me dire, je lance un dé 20, puis si je suis en haut de 12, je vais dire que j'ai déjà entendu des histoires, lu des histoires. Ça me donne 14 ans. Ben, je suis pas de bonus, là, je suis comme 14 en tout. Je suis pas de bonus. Fait que, oui, mais ce ne sont que des histoires et ça date d'il y a très très longtemps. Oui, en effet. Mais il semblerait que ce que nous avons ouvert, cette boîte, permettait de préserver cette chose. Et bien qu'elle ait sa propre morale et conscience, elle peut être facilement abusée. Proposez-lui quelque chose. Elle te dit ça à toi, Mantissa. Passez-lui une commande. Une commande, qu'est-ce que vous voulez dire? Dites-le de s'agiter. Nous verrons si elle vous répond. Ou bien de se taire, de tourner, de craquer. De ne rien faire. Oui, oui, ça, oui. Demandez-lui de rester tranquille. Oui, justement. Fait que là, je vais lui parler en draconique, puis je vais lui dire restez calme, s'il vous plaît. Nous ne vous voulons aucun mal. Si vous m'entendez, levez une patte. Je vais t'inviter à rouler un jet de persuasion. 19. 19. Tu vois que quand tu t'adresses à la créature en draconique, les pulsations semblent s'intensifier et se rythmer. Et lorsque tu lui parles, tu lui dis de se calmer, tu ne veux aucun mal. Je vais t'inviter à faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît, Mantissa. 14. OK. Tu t'entends dire ça, ah, nous vous voulons qu'un mal, puis t'es un peu déçu de toi-même. Tu te sens faible Hmm. de vouloir prendre soin des choses et des gens. C'est comme tu vois toute cette puissance et cette flamme devant toi, puis tu te dis que si t'avais ça, tu pourrais brûler Conrad, que tu pourrais régler tous tes problèmes par la flamme. Puis la chose vous parle à nouveau. Oui, craque ma prison, libère ma flamme. Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse, c'est ça, contre mon jet de persuasion. Faut vraiment que t'arrêtes de me demander de faire ça. Moi, j'aimerais ça intervenir. Très bien. Oui, je comprends. Est-ce qu'on entend ces choses-là? Oui, mais Fala, Ok. qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Moi, j'aimerais m'adresser à elle en draconique aussi. À la créature? Oui. Parfait. Je sais pas si je suis à une distance respectable. Ouais, ben, pour le tu sais, faire. pour les besoins de la scène, on va oui le permettre. Mantissa, tu as eu combien sur ton jet? 14. Ça fait Hmm. 3 fois que je roule 14. Très bien. Fala, qu'est-ce que tu veux faire? Je ferais juste dire, il y a assez de flammes en ce monde présentement. Je crois que vous avez encore à attendre. Roule un jet d'intimidation.
12. 12. Tu t'approches, Mantissa, de l'œuf en question. Puis vous entendez la réponse à ce qui a été prononcé en draconique, mais vous comprenez tous la réponse. Il y a longtemps que les oreilles pointues ont parlé ma langue. Mais jamais dans notre histoire, vous ne m'avez maîtrisé. Je décide de ce qui brûle. Puis l'œuf s'intensifie, puis commence à envoyer de plus en plus de décharges. Et vous voyez juste Mantissa qui tend la main en direction de l'œuf. Je peux-tu, comme, l'arrêter? Tu peux essayer de la retenir. Je vais t'inviter de faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Ça va Oui. être un Moi, jet d'athlétisme contesté. Donc, Mantissa, tu peux le faire également. Je peux te soutenir Constance en tentant de... Vu la distance puis que tu t'es Maîtriser adressé, je pense Ok. que dans l'instantané, je ne permettrais pas. Est-ce J'ai que roulé moi, un je peux critique. aider Oh Constance? non, j'ai roulé un 18, j'étais toute contente. 18. Jacques, tu voulais rouler également ou donner avantage à Constance? Je vais donner l'avantage à Constance parce que je pense qu'elle est plus forte que moi, même si je suis pas fort non plus. Les Ça deux donne sont pas combien forts. avec ton critique? Mantissa? 23. Ouf. Même si j'ai critique, je gagnerai pas, j'ai un +2. Désolé. Tu t'approches de l'œuf dans l'espoir de justement le craquer ou le percer. Puis Constance, au dernier moment, tu te précipites sur elle puis tu la tires. Puis Jacques, tu prends 2 mains la tunique de Constance pour tirer également. Mais ça fait juste que Mantissa, dans ton mouvement, toi qui allais comme craquer, t'essaies de t'agripper, tu prends la chose en question, ta main te brûle, c'est incandescent. Là. Tout l'intérieur de ta main va avoir des cloches, là, puis tu fais juste tomber la chose qui, au ralenti, va dégringoler de sur l'estrade et va tomber au sol, puis va se craquer. Puis Sir Weirdwood va se retourner vers vous. Reculez, reculez immédiatement. Moi, je cours dans l'escalier. Tu te sauves? Il n'est pas trop tard pour que vous puissiez l'enfermer, espèce de sale folle. Non, mais, Sir Weirdwood. Les autres, est-ce que vous reculez également? Est-ce que je peux? Oui, 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 oui. Là, Oui, c'est je pas vais drôle. reculer. Là. C'est pas drôle. Là. Oui. Parfait. La chose se craque au sol. Weirdwood jette un coup d'œil vers son attirail, ses potions, ses pommades et autres. Cherche d'un coup d'œil quelque chose qui pourrait permettre de calmer. Voit une des petites fioles, se dirige dans cette direction-là. Mais l'œuf, au même moment, s'éteint. Et la noirceur revient dans la salle. Toutes vos torches sont soufflées. Il fait noir. Fala, tu cours dans l'escalier. Et t'entends le petit crépitement de quelque chose qui s'embrase. Tu sens le soufre qui monte à tes narines. Et vous, dans la noirceur, vous voyez juste qu'il y a comme une petite flamme qui s'allume, une toute petite étincelle. Une bougie, comme, qui brûle. Et vous voyez qu'elle se fait trémousser à gauche, à droite, derrière une espèce de coquille qui se désagrège et qui se consume. Et au bout de la queue, vous voyez cette flamme-là qui, tranquillement, allume chacune des écailles de l'échine de cette créature de feu. Et il y a ce lézard, plus gros que l'œuf, qui se déroule devant vous et qui rampe de l'autre côté. La flamme disparaît. Il remonte sur l'estrade face à vous, ouvre ses pattes, regarde en direction de Sir Weirdwood. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous. » Puis il va juste ouvrir la bouche. Pour les besoins de la cause, c'est pas moi qui va rouler le dernier jet. Fait que Jacques, je vais te demander de rouler un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît, pour Sir Weirdwood. La marque à atteindre est 15. Elle a eu 17 sans bonus. Je sais pas combien elle a. Hein. 17. Très bien. Elle disparaît à nouveau dans les ombres. Les flammes consument l'ombre qui est laissée sur place, alors que elle se glisse vers l'établi. Elle semble prendre une potion, la lancer en direction de la créature. Et si Fala, tu avais été là, tu aurais reconnu une facture de la lune, puisque la toute petite fiole qui contenait un peu d'eau laisse pousser une grande vague, puis elle fait juste se retourner vers vous. Courez! Courez! Vite! Est-ce que vous fuyez? Oui. Je pense à Fela qui fuit depuis comme 8 heures. Fait que je suis comme genre. Prenez vos jambes à votre cou et vous essayez de remonter jusqu'à la surface, après avoir livré certes à destination ce colis, mais qui semble avoir craqué sous vos pieds. Et pour terminer notre aventure et cette première campagne, les pas répétés sur la pierre, alors que vous allez fuir à la surface et décider de ce que vous allez faire pour la suite, vont rouler en écho, comme si on avait un cheval, plutôt,
Notre caméra narrative va voir un cavalier parcourir une plaine et traverser les montagnes, les champs, se rediriger vers le sud. Et à différents points où on est très très loin de lui ou d'elle. La dernière chose qu'on voit, c'est juste cette grande tour immense qui se perd dans les nuages. Notre caméra narrative va plonger à l'intérieur de la tour. Et dans l'une de ces alcôves, dans l'une de ces prisons, alors que dans votre toute petite pièce, l'eau qui s'est jetée sur la flamme semble avoir créé de la fumée. Et cette même fumée-là qui monte, alors qu'une toute petite main, voûtée, âgée, prend une secoupe et verse de l'eau sur une pierre beaucoup plus grande, un œuf tout aussi grand, dont les pulsations sont rythmiques. Vroom, vroom, vroom. Il repose sur un lit de braise. Et cette toute petite créature qu'il verse de l'eau comme pour la garder active va se retourner alors qu'il y a une femme qui rentre dans la pièce. Et notre caméra narrative, notre œil et notre oreille de spectateur reconnaît cette femme. C'est la même qui a questionné Gillian, la torchère. Elle va regarder la chose dans la pièce, se retourner vers son sbire et lui demander « Est-il bientôt prêt? » « Oui, madame. D'un instant à l'autre. Son frère est né, plus à l'ouest. Et vous savez ce que les étoiles disent. Ils sont deux, et toi, tu es seul. » Et on va terminer notre partie là-dessus. Excusez, je ripote de la partie. J'adore qu'on termine sur genre un sbire qui est comme... Vous avez ramené certes à destination ce colis, mais la curiosité de ce PNJ. Et j'imagine que ça a fait bien plaisir à bien les gens aussi, de pouvoir savoir ce qu'il y avait finalement dans la boîte. Mais là, vous aurez une décision à prendre. Est-ce qu'à la suite, vous allez retourner dans les profondeurs pour essayer de négocier avec cette chose, la mettre à mort, essayer de la suivre, la traquer, aller chercher de l'aide dans les montagnes pour la combattre? Ça vous appartiendra. Poursuivre votre route, fuir peut-être, poursuivre votre pèlerinage jusqu'au monastère, retourner à l'est vers sa famille, suivre son père, ou retourner écrire d'autres aventures. C'est ce qu'on saura lors du début de notre prochaine campagne. Avant de se rendre là, je tiens à vous remercier individuellement, toutes et tous. Marika, merci d'avoir incarné Prétécé 14 et Fala lors de cette campagne. Ton jeu très créatif et tes belles descriptions ont permis de rajouter bien de la couleur, mais aussi un peu de tristesse dans nos cœurs parce qu'on s'est attaché à ce personnage de fer. Merci d'avoir joué. Merci à toi aussi, Annabelle, d'avoir incarné 2 personnages. Une grande, forte, très mystérieuse Astrid qui a fini dans un bain d'acide, et une Mantissa qui, elle, pouvait jeter son fiel d'acide, autant dans ses paroles que directement dans le visage de ses ennemis. Merci d'avoir croisé notre route dans cette aventure. Constance, merci d'avoir accepté de devenir vraiment bizarre en 15 jours, en essuyant moult attaques, blessures, en nous transportant dans ton innocence et ta naïveté. Tu nous as permis de voir le monde dangereux d'un regard plus enfantin. Ça a permis peut-être à nous, en tant que joueurs, joueuses et spectateurs, d'adoucir un peu nos plaies, en espérant que les tiennes finissent par cicatriser, Constance. Et le dernier mais non le moindre, merci Jacques. J'ose croire et imaginer que cette aventure a été écrite de ta plume et que c'est toi au final dans une taverne qui la raconte. J'espère que tu survivras pour en écrire la suite, par contre. Ça, c'est bien vrai. Et toi qui ne nous as pas révélé tous tes secrets, on verra bien ce qui nous réserve le prochain chapitre. Chose certaine, les derniers remerciements vont à vous, chères auditrices et auditeurs. Ne pleurez pas, ce n'est pas la fin de notre campagne. On prend simplement une petite pause estivale. D'ailleurs, si vous êtes avec nous sur Patreon, que vous nous soutenez pour le niveau Obélien, les duchés, vous avez cette campagne en exclusivité. Sachez qu'on prépare et qu'on planche d'autres contenus pour vous assurer que vous ne soyez pas en reste. D'ailleurs, redirigez-vous vers Patreon pour pouvoir voir tout ce contenu qui vous sera proposé pour des prochaines semaines, jusqu'à ce que nous, on reprenne l'aventure dans les duchés d'Obélien. Dans tous les cas, que vous soyez supporter sur Patreon, peu importe le niveau, que vous soyez abonné à la chaîne ou simplement de passage à cet épisode, ça serait bien spécial, mais hey, merci d'être là. Merci de nous soutenir dans cette aventure. Grâce à vous, on est capable de donner vie à cette histoire et de donner naissance à un dragon de flamme. C'est comme ça. On se dit à très bientôt. Je vous invite à mettre un petit pouce, un commentaire ou à vous abonner. Vous allez pouvoir être notifié lorsque le feu reprendra dans les duchés d'Obélien. Salut.